vous tenir informé demeure notre cheval de bataille. Madame, Messieurs, voici le sommaire. En moins d'une année, le bilan du duo Daniel Bumba Loubaki et Edi Yeli est largement salué dans la réhabilitation des voiries urbaines. Et la cité de Saké est toujours sous contrôle des FARDC, un renfort des militaires congolais en provenance de Goma en route. Et initié par nos confrères de France 24, le porte-parole du gouvernement dénonce les manœuvres des autorités rwandaises pour alimenter l'insécurité dans la partie est de la RDC. Encore une fois, bienvenue depuis 5h30 de ce jeudi 23 janvier 2025. Des affrontements opposent les FARDC aux rebelles du M23 RDF sur les collines surplombant la cité de Saké et ses environs. Saké reste sous contrôle des FARDC et des renforts militaires ont quitté Goma pour rejoindre le front. L'armée nationale s'est déployée en masse à Saké pour neutraliser les M23 et ses alliés RDF. Le gouverneur Peter Sirimwani s'est rendu sur la ligne de défense pour se rassurer que la ville de Goma est protégée. Et la presse militaire présente sur le lieu rassure. Sur la ligne de front, l'endroit où nous sommes s'appelle Kasengesi. Une montée surplomba la cité de Saké et de Mubambiro. Nos FARDC, nos Wazalendo sont rangés pour combattre l'ennemi. Fallait là, la cité de Saké qui est menacée par l'ennemi de la paix, le M23. La paix sera là, la quitte sera là. Germain Tchekou, Kasengesi, antenne. Le M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise RDF qui opère dans l'est de notre pays. Tels sont les propos du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katimbwe, dans son intervention sur le plateau de France 24. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé les dernières manœuvres de Paul Kagame pour alimenter l'insécurité dans la partie est de la RDC et favoriser une large occupation de ses supplétifs. On écoute Patrick Mouyaya. Nous sommes dans une dynamique de guerre, évidemment. Nous sommes dans une dynamique de guerre où il y a une semaine, nos troupes avaient l'ascendant. Mais là, et il y a eu, évidemment, nous sommes dans une dynamique de guerre où parfois vous perdez de bataille, vous gagnez. Mais l'idée ici, c'est que vous comprenez, il y a une détermination du Rwanda à étendre la zone d'influence, pensant justement pouvoir nous contraindre à négocier avec ces pantins terroristes du M23, parce qu'en réalité, lorsque nous disons que les terroristes du M23 n'existent pas, c'est là le Rwanda qui agit à travers ce groupe et qui, à un moment, quel que soit le moment, leur imposera l'agenda. Dans l'hypothèse, ils doivent s'y retrouver en face de nous. Mais pour vous discuter. dites Quoi qu'il en soit, il y a un processus de Nairobi qui a été prévu pour régler les questions de groupes armés, y compris la question du M23. Mais l'administration sortante aux États-Unis a dit, écoutez, il faut qu'il y ait un dialogue avec le M23. Elle l'a dit par écrit. Vous dites, on ne peut pas dialoguer avec ce groupe. Mais attention, parce que j'ai eu une discussion d'ailleurs avec les équipes américaine à Kinshasa sur le sujet. Il y a un communiqué qui est sorti qui réagissait spécifiquement et qui a dit clairement tout ce que les Rwandais font avec le matériel de brouillage notamment de son, y compris des ondes pour les appareils volants qui paralysent les vols civils, les vols humanitaires de Nations Unies. Ces communiqués étaient dans un contexte précis. Aujourd'hui, les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués dans le processus de Luanda, notamment avec Madame Avril Haines, qui était le chef des renseignements militaires, des renseignements aux États-Unis, avait soutenu le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani, interdit jusqu'à nouvel ordre les navigations diurnes et nocturnes des petites embarcations sur le lac Kivu entre les provinces du Nord et Sud Kivu. Cette décision de l'autorité provinciale est contenue dans un communiqué publié mercredi 22 janvier à Goma. Les services de sécurité sont instruits de veiller à l'application de cette mesure.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire et sanitaire demeure préoccupante. L'intensification des affrontements qui opèrent l'armée congolaise et ses alliés du M23 soutenus par le Rwanda n'épargne pas les civils. Environ 178 000 personnes ont fui les combats de ces derniers jours. Une situation qui génère une vive préoccupation. Suivez. Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, plaide pour une réponse forte contre le terrorisme partout en Afrique, notamment en République démocratique du Congo où des troupes terroristes profitent des conflits pour opérer. Il l'a dit au cours du Conseil de sécurité à New York. On l'écoute. Monsieur le Président, nous avons une occasion unique, qui est à point nommé, de mettre l'accent sur un fléau qui mérite toute notre attention et qui est une grave préoccupation étant donné sa croissance en Afrique. Quelques décennies, il est passé d'un phénomène relativement mineur et limité pour devenir un très grave problème pour plusieurs régions de notre continent, avec une violence qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le consensus considère que le terrorisme représente un phénomène complexe et transversal pour toutes les régions de notre planète. C'est la plus grave menace contre la paix et la sécurité dans le monde. En effet, il met à mal les valeurs fondamentales et les principes fondamentaux du XXIe siècle, y compris le développement durable, la démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales. La situation en Afrique est particulièrement critique. Nous sommes préoccupés par l'utilisation de zones de conflit par les terroristes, tels que les FDA, qui sont présents dans l'est de la RDC, une région qui souffre déjà de la présence de plusieurs groupes armés, qui sont même impliqués dans l'exploitation illicite des ressources naturelles. Monsieur le Président, le terrorisme est un grave défi à la paix et à la sécurité internationale. En effet, il représente l'une des menaces les plus existentielles pour tous les pays. Pour atténuer ces risques, nous estimons que la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des institutions de l'État et la création des systèmes d'alerte précoce sont fondamentaux. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de mettre en œuvre les décisions de la session extraordinaire du 16e sommet de l'Union africaine, de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement sur le terrorisme et les changements constitutionnels de gouvernement qui a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022, à la proposition de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, qui a permis d'analyser les causes profondes et a permis d'adopter des mesures visant à prévenir et lutter contre ces deux fléaux sur le continent. Les dirigeants africains ont souligné qu'il était nécessaire de joindre leurs forces au niveau régional et continental pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en particulier en mettant en œuvre un plan d'action pour lutter contre le terrorisme de manière robuste, un meilleur partage d'informations et le renforcement de capacités intégrées du centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. En prélude de la rituelle coutumière pacte de la paix après la réconciliation des communautés Mbolé-Lengola dans la province de la Chopo après la tenue en décembre dernier du Forum de paix de la réconciliation et du développement de cette province. Les parties prenantes à ce processus se sont réunies autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Jacques Chabani, pour préparer les conditions de retour des déplacés victimes du conflit Mbolé-Lengola et leurs alliés. Commentaire Élisée Ouamara-Kiza. Au cours de ces échanges, il était question d'examiner ensemble avec les ministères sectoriels la mise en œuvre dans un bref délai des recommandations pour la paix durable dans ce coin de la ville martyre de la Chopo. Le retour des 8500 déplacés, soit 1500 familles victimes des affrontements de ces deux communautés, et aussi bien les prévisions sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les conditions de retour de ces déplacés internes a été au menu de ces échanges afin de renforcer les mesures sécuritaires pour l'instauration de l'autorité de l'État
Concernant la facilitation du retour de ces déplacés, le FONAREV a été chargé pour l'aménagement des logements en mettant à leur disposition les sites de retour. Pour le développement de ces communautés, il est question d'envisager la distribution des intrants agricoles pour appuyer le petit commerce dans cette partie de la province. Le patron de la sécurité de la territoriale, Jacques Chabani, a appelé à l'implication de tous et les invite à travailler d'arrache-pied pour matérialiser ces recommandations, gage de paix et du développement de la province de la Tchopo. Je l'ai dit au sommaire, en moins d'une année, le duo Daniel Bumba et Eddie Yeli à la tête de la ville de Kinshasa marque ses empreintes, dont la réhabilitation des voiries urbaines de la capitale. Constat de notre équipe rédactionnelle sur quelques artères de Kinshasa. Suivez. La ville de Kinshasa revêt une robe de modernité avec des chaussées en béton pour faciliter la mobilité des personnes, des véhicules et des biens divers. Depuis leur accession à la tête de la capitale congolaise, le gouverneur Daniel Bumba et son fils Eddie Yeli rebâtissent la ville de Kinshasa sur les anciennes ruines, une agglomération longtemps privée des voiries urbaines, modernes et durables. Ici, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue du Livre, à sa sortie vers l'avenue de la démocratie ex-Willery, les travaux sont assurés avec beaucoup de célérité. Même constat sur l'avenue TSF à la hauteur de l'Ogefrem et des chancelleries des ordres nationaux. Pendant ce temps, au croisement des avenues Colonel Ebea et Province, les chaussées en béton sont déjà construites et prêtes à être utilisées. Hormis la commune de la Gombe, plusieurs municipalités de Kinshasa connaissent une transformation positive et profonde de leurs chaussées grâce aux efforts du gouvernorat de la ville de Kinshasa par le truchement de son ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Je vous rappelle que c'est depuis le 30 mars 2024 que Daniel Bumba et Eddie Yeli ont eu la responsabilité de porter haut la vision du chef de l'État au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais il y a eu des travaux qui ont été réalisés en ce laps de temps, des travaux concernant les routes, surtout les routes secondaires pour relier les différentes entités de la ville-province de Kinshasa. Nous allons à présent vous parler d'une maladie qui touche et perturbe la vie de nombreuses femmes. Il s'agit de la fistule obstétricale. À ce sujet, nous avons approché un expert urogynécologue qui va nous définir cette maladie et nous parler des causes, conséquences et traitements. Il s'agit du docteur Lucien Wassinga. Suivez. Une fistule obstétricale, c'est une communication anormale entre la vessie et la cavité vaginale après un accouchement. Donc à ce moment-là, la femme n'aura pas la sensation d'uriner, elle pourra avoir une incontinence urinaire. Et à ce moment-là, elle sera mouillée par ses urines. La cause principale, c'est surtout le travail d'accouchement prolongé. Quand il y a un travail d'accouchement prolongé, on peut avoir une fistule obstétricale. Il peut y arriver que pendant une césarienne ou une intervention pelvienne, par exemple une hystérectomie, une intervention gynécologique, on peut aussi blesser la vessie et aboutir à une fistule obstétricale. Et il y aura une incontinence urinaire après l'accouchement ou après une césarienne. La conséquence majeure, elle est sociale, parce que la femme sera rejetée par son mari, elle sera aussi rejetée par son entourage et même par la communauté tout entière, parce que la communauté n'arrive pas à comprendre comment un adulte peut arriver à se mouiller de ses urines. Alors c'est la conséquence sociale, la femme qui sera stigmatisée va se cacher dans la communauté et puis après elle peut développer même une dépression. Et après, elle ne sera plus productive parce qu'elle ne peut plus aller au travail, parce qu'avec les odeurs des urines, elle ne peut pas travailler. Elle ne sera plus productive et puis elle ne peut rien faire parce qu'elle va vivre la misère. Tout commence d'abord par une consultation. Et après la consultation, nous faisons une consultation pré-anesthésique. Et la dame doit d'abord signer un consentement. Et après, quand on arrive au bloc opératoire, on doit l'intervention dire 45 minutes à 1 heure. Et ça se passe
sous l'anesthésie loco-régionale parce qu'on doit causer avec la femme pendant l'intervention. Donc il n'y a pas beaucoup de risques et tout se passe bien. Et après, on doit laisser une sonde urinaire parce qu'on doit surveiller que les urines puissent couler sans problème pour que la sonde ne puisse pas se boucher. Cette femme doit boire beaucoup d'eau et on doit la surveiller pendant 14 jours. Et après 14 jours, elle va rentrer sèche, donc elle saura encore contrôler ses urines. Atterrissons au sport avec les Corbeaux du tout-puissant Mazembe qui se sont imposés devant l'association sportive Simba de Kolwezi sur la marque la plus possible, soit 1-0 dans son stade de Kamalondo. Un succès qui s'est dessiné dans la difficulté à cause de la résistance de l'adversaire. Reprise effective de l'Hélico Cash League 1 ce mardi 22 janvier. Dans ses installations, le TP Mazembe a eu de la peine à se débarrasser de la Simba de Kolwezi. 6e avant de croiser les locaux, les Kamikazes avaient à cœur de consolider leur position devant un cadre du championnat, une 6e place, synonyme d'un ticket à décrocher pour les playoffs. Et de son côté, le TP Mazembe avait pour mission de se faire pardonner devant ses fans après une élimination mal digérée en phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Mission particulièrement difficile ce jour pour les Noirs et Blancs qui ont buté soit sur une très bonne défense ou encore un gardien très bien en place. La décision se fera finalement sur penalty à la 62e minute de jeu. Coup de pied de réparation obtenu pour une faute sur Martel Mbaya dans la surface de réparation des Rouges et Blancs de Kolwezi. Le gardien Aliou Fati Badara transforme et donne l'avantage à Mazembe et ça sera l'unique but de la partie. Le match a tout de même donné un aperçu sur la prochaine génération dans les rangs du tenant du titre. À seulement 17 ans, en faveur d'Ibongeli, transfuge de Sefor Bell, club du championnat urbain de Kinshasa, a impressionné et le jeune attaquant de Mazembe a mérité la distinction de l'homme du match. C'était un élément signé Christopher Chitomba. Ce journal est donc complètement terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Santé, paix et bonheur dans vos demeures. À la prochaine.